Salam alaikum, Zulfillaoun, bonjour. Après leur premier élan, ce flamboiement originel qui allume les brasiers de dignité, toutes les révolutions humaines qui aspirent à la libération des peuples, à mettre fin à l'oppression, à l'occupation, à l'injustice, à l'accaparement du pouvoir par des despotes, ne tardent pas à être traversées de tiraillements, voire de conflits entre les différents acteurs qui en ont pris la direction. Parce que, tout simplement, les aspirations au meilleur ne sont jamais indemnes d'idéologie, de convictions politiques, de projets de société. La révolution algérienne aussi a subi ces tumultes internes, ces clivages idéologiques, mais aussi des conflits pour le leadership, non seulement entre gens qui craignaient, chacun de son point de vue, que leurs idéaux soient détournés, mais aussi, tout simplement, malheureusement, parce que certains parmi eux s'étaient engouffrés dans les sphères de la direction et avaient voulu mettre le grappin sur cette formidable insurrection de tout un peuple. Et malheureusement, ils finirent, à force de subversion, de violence, de corruption et de mensonges, à confisquer à leur seul profit les fruits de la victoire après une guerre qui coûta tellement cher en vies humaines des années après et tragique. Nous en sommes là aujourd'hui. Nous pouvons faire ce bilan. Le congrès de la Soumam se situe dans cette logique, dans l'aspiration des élites les plus engagées de la révolution algérienne de réajuster la vision politique fondatrice, de mettre en place un cadre susceptible d'empêcher les déviations, de mettre en place un dispositif de façon à imposer la primauté du politique sur le militaire, de donner à la révolution une vision politique et sociétale qui s'inscrive dans une perception de république sociale. De fait, pour de nombreux historiens et acteurs directs de ces événements, le congrès de la Soumam fut un tournant majeur, décisif de la révolution algérienne, même si ces recommandations ne se traduisirent pas toujours en faits concrets. Le principal personnage à avoir été non seulement dans le lancement de cette initiative, mais aussi dans sa tenue et sa direction, a été l'emblématique Abban Ramdan. De l'avis de nombreux témoins, il fut l'âme et le cerveau de ce congrès. Nous allons en parler, non seulement du personnage, mais aussi du congrès de la Soumam et des acteurs qui l'ont fait, des circonstances qui en ont découlé, avec nos invités, Abban Belaïd, professeur en médecine, politologue et néanmoins neveu de Abban Ramdan, Ait Ahmed Ouali, ancien officier de l'ALN et témoin de ces événements. Mais avant, nous allons donc voir les titres d'aujourd'hui. Liberté. 59e anniversaire du congrès du 20 août 1956. La société civile se réapproprie la Soumam. Par MO. TSA. Les partis boudent la commémoration du 20 août. Par Nedia Mellel. El Watan. Offensive du Nord constantinois et congrès de la Soumam, le second souffle de la Révolution, par Mustapha Benfodil. Avant de recevoir le professeur Belaïd Abban, qui sera avec nous en Skype, et M. Ait Ahmed Ouali, qui sera avec nous au téléphone, nous allons écouter un court enregistrement de Salim Belkhedda, professeur Salim Belkhedda, cardiologue et néanmoins fils du président Ben Youssef Belkhedda, qui n'a pas pu être avec nous et qui nous a donc concédé, qui nous avait l'amitié de nous donner un court interview.
Avec nous Salim Ben Khedda, le fils du président Ben Youssef Ben Khedda Rabbi Rahmou. On aurait voulu l'avoir avec nous, avec les invités. Malheureusement, il n'est pas disponible. Il est médecin, cardiologue. Il a des contraintes. Malheureusement, il a aussi des contraintes familiales. Il s'est excusé, mais on a insisté pour l'avoir, pour l'enregistrer, pour qu'il nous dise ce qu'il pourra nous dire sur le congrès de la Soumam. Salim Ben Khedda, marhaba bik. Jamal, merci beaucoup. Merci. Donc, un congrès, un événement de l'importance du congrès de la Soumam ne saurait être saisi et compris que s'il est replacé dans son contexte historique. Donc, c'est très important déjà en Algérie. Donc, on sait que l'insurrection a été déclenchée par les éléments du CRUA, donc, comme on le sait, qui sont connus de tout le monde, branche armée du TPNTLD, la direction du mouvement national révolutionnaire assurée jusque-là par le comité central passe alors entre les mains des sites du CRUA. Donc le partage des responsabilités entre les six est connu, qui a été fait en octobre 1954. Oui. Moudia, quant à lui, est désigné coordinateur par ses pairs et s'envole pour le Caire. Donc, avant de se séparer à Bollorine, les six s'étaient donné donc rendez-vous pour à peu près janvier 1955 en vue d'une évaluation approfondie de la situation. Mais comme on le sait, les péripéties de la guerre les empêcheront de se retrouver. Didouche Birahmo meurt shahid le janvier 1955, je crois. Ben Boulaïd est arrêté en 1955. Boudiafi Ben Mehdi se déplace entre le Maroc et l'Égypte afin de prospecter le marché des armes, comme c'est connu. Oui. Puis, Bitat aussi est arrêté en mars 1955. Et donc, quand Abban sort de prison, il contacte, comme c'est connu. Mais c'est important, je pense, de rappeler cela, Krim. Et une direction de fait s'impose ainsi avec Krim, chef de zone de la Kabylie, ou Amran, chef de l'Algérois, et Abban. D'accord. Donc, sous l'impulsion d'Abban, beaucoup de choses sont faites. Et puis, il croyait, comme Tarba, le PPNTLD, à l'unité nationale, et il disait que la libération de l'Algérie sera l'œuvre de tous les Algériens. Ouais. Et non pas celle d'une fraction du peuple algérien, quelle que soit son importance. Exact. Et donc c'est là où ça commence un petit peu les problèmes. Abbas déclenche une dynamique d'union nationale dès sa sortie de prison, qui se solde en 1955, je pense, c'est à peu près le printemps, par l'adhésion du comité central, le nom Cheikh Rahmou, qui était déjà avec Abban, mais officiellement c'était à peu près, je pense, je ne suis pas sûr de la date, Farhat Abbas, les ulama, etc. Donc l'enjeu aussi à l'étranger était le contrôle de l'immigration qui était encore sous les mains entre les mains du MNA, des messalistes. Le PCA, on le sait, le PCA, Parti communiste, a éclaté à cause de sa composition qui était donc mixte, d'Européens et d'Algériens, et surtout de sa subordination au Parti communiste français. Salim Ben Khedda, certaines, concernant le congrès de la Soumam, certaines lectures aujourd'hui soutiennent que ce fut un tournant idéologique. À partir du moment où l'ancrage à l'islamité, à l'islam, n'a pas été aussi fort, aussi prononcé que dans la proclamation de 1954. Certains osent même le terme de congrès laïcisant. À votre avis? Non, justement, je suis en train de vous énumérer les conditions objectives qui ont poussé Abban et ses amis à faire donc la réunion réalité à la Soumam, qui n'a rien d'idéologique, puisque les gens qui disent que la Soumam a été a renié les principes du 1er novembre, on leur dit que celui qui a présidé le congrès de la Soumam n'est autre que l'illustre Ben Mehdi. Donc je ne vois pas là comment Ben Mehdi va trahir les concepts de la Soumam. Je ne vois pas comment Zirout va trahir la Soumam. Je ne vois pas comment Karim va trahir le 1er novembre et les valeurs du 1er novembre. Il y avait des gens, le seul de Jamiat al-Ulama qui était présent, c'est Cheikh Brahim Zwoudi.
Oui. Donc Cheikh Brahim Zoudi, de TBSA, qui représentait le Constantinois, sur le plan déjà des valeurs islamiques, peu de gens peuvent Si Brahim représentait vraiment la tendance islamisante de la révolution. Non, je pense que l'idéologie n'avait pas sa place et il y avait bien sûr une lutte pour la direction, une lutte de pouvoir exister entre le groupe de l'intérieur représenté par Abban et le groupe de l'extérieur représenté par... Mais ce que me disait le vieux Lairhamou, ce qui effrayait le plus la direction, c'était l'absence d'une direction nationale qui était partagée entre Alger et le Caire. Donc la direction du FLN était confrontée à un problème majeur, celui de sa cohésion, de sa cohérence. Mais c'est à cette occasion justement que fut désigné le CNRA, le CCE. Voilà, il s'agissait de parler d'une seule voix. Déjà des dissonances étaient apparues entre Abban qui affirmait pas de négociation sans la reconnaissance préalable par la France de l'indépendance algérienne, et Khidr, qui faisait partie de la délégation extérieure, qui à partir duquel parlait d'Assemblée nationale constituante. Oui. Et les sujets de discorde ne cessaient de tendre les rapports entre Alger et le Caire concernant surtout ça c'est très important, surtout concernant les éléments envoyés par Abban pour représenter le FLN et qui s'inscrivaient dans sa logique d'union nationale. Il s'agissait entre autres par exemple de Mohamed Lamine Barine, c'était pas n'importe qui, de Farhat Abbas, de Sir Abdelrahman Kiwan, de Toufiq al-Madani, qui n'était pas bien vu par comment ils appelaient déjà, la famille révolutionnaire, entre guillemets. Salim Benkhedda, pourquoi, à votre avis, ce sera ma dernière question, pourquoi, à votre avis, tous ces détails et tant d'autres détails d'une importance capitale sont tout à fait méconnus, voire occultés? L'ostracisme sur la révolution, c'est sûr que il a c'est clair, hein, c'est le pouvoir en place en Algérie depuis le coup d'État de 1962 ne veut pas que les jeunes connaissent leur histoire. Je ne sais pas, pour plusieurs raisons. Donc pour revenir un peu à la Soumam, oui. C'est donc Abban qui a contacté Giroud après avoir eu l'accord de Krim et de Amran, Krim qui représentait la Kabylie et Amran l'Algérois. Et je me souviens de Ami Saad Dahleb, qui a été envoyé par Abban voir Giroud et qui a été très impressionné par ce messager. Dahleb nous racontait des choses sur Giroud qui l'a impressionné. Il fait sur Dahleb une profonde impression par sa simplicité, son dévouement. L'homme du 20 août 55. Le 20 août 55, dans le Constantinois, qui a été un tournant majeur dans la révolution algérienne. Il y avait une identité de vue entre Giroud et Abban. Et là, il faut qu'on revienne un petit peu à ce qu'a déclaré Mechati, etc. Les 22 contre le qui disait qui un petit peu n'était pas d'accord avec Boudia pour déclencher la révolution sans l'accord de Hawel Houssine, etc. Et aussi Ben Mehdi qui est revenu du Caire où il a eu une altercation donc avec Ben Bella assez violente. Il leur a dit, vous nous avez poussé à déclencher et vous nous avez promis les armes, mais il n'y a pas les armes, on n'a rien du tout. Donc, ce qui fait que Giroud, Abban, Ben Mehdi se retrouvent à la Soumam, et il y avait le problème crucial des armes. Le problème crucial des armes et de l'union de la direction. C'était ça. En fait, l'idéologie, il y a eu une plateforme qui a été écrite, et qui n'a pas remis en cause nullement les principes du 1er novembre. Salim Benkhedda, merci infiniment. Vous êtes une source d'information absolument extraordinaire. Je souhaite pouvoir vous retrouver plus souvent dans nos émissions, en plus du fait que vous êtes une personnalité très estimée des Algériens, ainsi que votre père, Rabbi Rahmou. Merci beaucoup Salim Benkhedda, au plaisir de vous revoir. Merci. Donc, nous allons recevoir professeur Belhaid Abban et monsieur
Monsieur Aït Ahmed Ouali. Belaïd Abban, avant d'en arriver, d'abord merci d'être avec nous. Merci, mon cher Jamal, c'est toujours avec un merci. plaisir. Alors, avant d'en arriver au sujet proprement dit, une question qui nous taraude. Pourquoi cette ombre lourde de Fethi Dhib, le patron des services égyptiens, a-t-elle toujours plané sur l'avant, sur le pendant et sur l'après-congrès de la Soumam? Il se trouve que le congrès de la Soumam ne faisait pas l'affaire des Égyptiens. Parce que d'abord, il était tenu par des personnalités qui étaient opposées à la mainmise égyptienne sur la révolution algérienne. Et puis, le congrès de la Soumam, tout le monde pressentait, y compris Ben Bella lui-même, qu'il allait être, j'allais dire, écarté de la direction nationale de la révolution. Et les Égyptiens avaient déjà misé sur Ben Bella, auquel d'ailleurs ils avaient fortement conseillé. C'était le président Gamal Abdel Nasser en personne qui lui a déconseillé de se rendre à la Soumam de peur d'une traîtrise, je mets ça entre guillemets, de la part de Abban et de Ben Mehdi. C'est une excellente question parce que quand on lit Fethi Dhib, on est effaré de prendre connaissance que la révolution algérienne était littéralement mise entre les mains des autorités égyptiennes. Autrement dit, Ben Bella a confié tous les secrets de la révolution algérienne à une tierce puissance, fût-elle amie, ce qu'il n'aurait pas dû faire. Et probablement, c'est l'une des raisons qui fait que, en plus de la question des armes qui vient d'être évoquée, qui fait que Ben Bella a été, je dirais, écarté de la direction du directoire national qui était le CCE, et qui, même s'il a gardé sa place au niveau du Conseil national de la Révolution. Là, qui n'a pas assisté au congrès et qui a essayé de se justifier, soi-disant que la personne qui devait venir le faire rentrer n'a pas été au rendez-vous, quelque chose dans le genre, je crois. J'ai un livre qui va sortir bientôt où je parle dans le détail de cette histoire de la participation de Blabla au congrès de la Soumam. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en début août 1956, c'est-à-dire au moment où les dirigeants de l'intérieur se rendaient à la Soumam pour tenir le congrès, Ben Bella avait déjà pris sa décision de ne pas assister à la Soumam. D'ailleurs, il y a une preuve. La preuve, c'est qu'il a pris contact sous l'instigation des Égyptiens. Il y a une lettre qui en fait foi. Ben Bella avait pris contact avec l'UMNA, avec Salih Haj, pour faire une autre alliance contre la direction intérieure. Alors que le conflit avec l'UMNA à l'intérieur et en France avait atteint des proportions dramatiques. Donc c'est même, on peut même parler d'une espèce de trahison. Et on se demande jusqu'où aurait pu aller Ben Bella si Messali lui-même n'avait pas rejeté d'un revers de main la proposition de Ben Bella, appuyée par les Égyptiens, pour refaire alliance contre la direction intérieure. Donc Ben Bella, d'ailleurs, quel est le dirigeant de premier plan de la révolution, à part Ben Mehdi, à part Amerouche, à part Lotfi, qui est revenu une fois qu'il s'est expatrié. Abban, qui a voulu revenir en décembre 1957, a précipité sa mort justement lorsqu'il avait pris la décision de rentrer. Donc ça, c'est un mythe que Ben Bella ait voulu revenir assister à la Soumam. Ben Bella qui a gardé une grande rancune pour Abba Ramdan jusqu'à presque aux dernières années de sa mort, puisque en 1981, il a déclaré sur Abba Ramdan cette fameuse phrase « ce laïc qui a contaminé la révolution algérienne ». Et en 2002, il l'a quasiment accusé de traître. Ça veut dire que les rancœurs sont restées très lourdes, même après la mort de Abba Ramdan. Peut-être que le grand public ne connaît pas et que je vais dire maintenant, c'est qu'en 1962, lorsque Ben Bella a fait son coup de force et qu'il a pris le fauteuil du pouvoir avec
escorté par les chars de l'armée des frontières, Ben Bella avait convoqué la famille et il est allé de louanges presque démesurées vis-à-vis d'Abban. Quelqu'un de ma famille m'a dit que Ben Bella avait même eu la larme à l'œil. Est-ce que c'est une larme de crocodile? Je n'en sais rien. Toujours est-il que Ben Bella, à l'époque, a défendu Abban contre ce qu'il a appelé les criminels, c'est-à-dire ceux qui l'ont assassiné, parce qu'à ce moment-là, c'était ceux-là qui s'étaient opposés à Ben Bella. Donc Ben Bella, c'est ce que j'ai appelé le discours à géométrie variable. C'est sûr, parce que cette déclaration que je vous ai citée, ce laïc qui a contaminé la révolution algérienne, elle a paru sur El Badil, sur son journal. Je ne le connais pas. Par contre, moi, je l'ai vu après les déclarations d'Ali Kafi, j'ai été le voir et je rapporte ça dans mon livre précédent. Il n'a pas tari d'éloge sur Abban. Et en parlant d'Ali Kafi, il me disait, mais Ali Kafi, oui, c'est pas du tout la même catégorie. Il a dit, moi je me suis opposé à Ramadan sur la question du principe de la primauté de l'intérieur sur l'extérieur. Moi j'étais à l'extérieur et j'ai fait mon devoir à l'extérieur, mais il me l'a dit. Il me dit, Ramadan c'est Thawri Safi, c'est un révolutionnaire pur. Donc c'est le discours à géométrie variable, puisque quelques temps après, il est tombé très durement sur Abban. Je lui avais dit à l'époque d'ailleurs, est-ce que vous pourriez faire une courte déclaration pour remettre en place Kafi? Il m'a dit non, il m'a dit j'ai peur qu'il m'attaque. Donc Kafi, il a peur qu'il l'attaque, Abban qui ne peut pas l'attaquer, qui est mort, et enterré depuis des décennies, Abban il n'avait pas peur de lui. C'est pour ça d'ailleurs que je lui ai répondu dans mon livre qui est sorti avant son décès. Venons-en au congrès de la Soumam. Essayons de nous remettre dans le contexte du moment. Qu'est-ce qui a réellement, profondément motivé la tenue de ce congrès? Alors, première des choses, c'est que quand Abban est arrivé en mars 1955, il sortait de prison, il a trouvé que la révolution s'était essoufflée. Et ça, tout le monde le sait. Quand il a rencontré la première fois Klim à Alger, Klim il a dit, il n'y a pas d'armes, il n'y a pas d'hommes, il n'y a pas d'idées, il n'y a rien, qu'est-ce qu'il faut faire? Et ça, entre parenthèses, Abban était pressenti dans les préparatifs de novembre pour être parmi les dirigeants de la révolution. Donc ça, il était en prison. Il était en prison, mais il était au courant de ce qui se passait. Il était pressenti pour faire partie d'un comité de 12. Ça, c'est écrit, c'est dit, mais peut-être qu'un jour on reviendra là-dessus. Donc quand il est arrivé, Abban, c'est quelqu'un qui aime la transparence et qui aime la clarté. La première des choses, déjà, c'est de définir où est-ce qu'on va. On ne peut pas vaincre le bloc colonialiste qui a fait consensus pour l'Algérie française sans constituer un bloc national. Et donc c'est ça, le credo d'Abban, c'est libérer le pays avec tous les Algériens. Voilà. Donc il fallait réunir tout le monde. Deuxièmement, il s'est passé ce qui s'est passé à Constantine, dans le Constantinois. C'est les événements du nord constantinois du 20 août 1955 que la presse colonialiste avait exploité de manière éhontée, où l'on parlait où on a montré des zooms sur les atrocités commises par le peuple en armes, parce qu'il y a eu des mutilations, il y a eu des enfants, il y a eu des morts. Ça, il faut le dire aussi, on ne peut pas se raconter que des histoires. Donc il y a eu 123 morts qui ont été exploités. Il y a eu des carnages de population européenne civile. Sur les Halia, il y a eu des carnages sur la population européenne, des enfants, des femmes qui ont été tués, estropiés, mutilés, etc. Oui. Parce que c'était une insurrection qui était, il faut le dire, qui n'était pas contrôlée, malgré, j'allais dire, la noblesse de ses objectifs, mais c'était une insurrection qui n'était pas contrôlée. Donc, Abban était troublé aussi par ça. Il a dit, la violence doit être définie. La violence, il faut mettre des garde-fous à la violence. La violence révolutionnaire ne doit pas faire n'importe quoi, ne doit pas desservir la cause. D'où d'ailleurs le principe de la primauté du politique sur le militaire, qui sera l'un des principes cardinaux de la doctrine soumamienne. Alors, et puis Abban, toujours dans le souci de clarté, il fallait une direction à la révolution. Et la direction doit être unipolaire, elle ne doit pas être éclatée en plusieurs centres. Et du fait qu'il y a une primauté de l'intérieur sur l'extérieur qui a été décidée le 1er novembre 1954, non pas par la Soumam, ce principe-là existait déjà avant la Soumam. Abban, il a dit, nous allons nous réunir
et désigner une direction parmi les dirigeants de l'intérieur. Et c'est pour cela qu'il va falloir tenir un congrès. Et pour cet objectif, il a appelé il a écrit, les écrits sont là, je le montre dans mon prochain livre. Il a donc essayé de toucher tous les dirigeants de l'extérieur, notamment les délégués du Caire, dont Baït Ahmed, Ben Bella, Khaydar et Boudiaf. Et voilà, comme nous le disions tout à l'heure, ils ne se sont pas du tout intéressés au congrès de la Soumam. Le seul qui s'était intéressé à la Soumam, c'était Ben Bella. Parce que Ben Bella, il savait qu'à la Soumam, la direction allait changer de main. Voilà un peu pourquoi Ben Bella était malade. C'est le terme utilisé par Fathi Dib lui-même. Il a dit qu'il était perturbé psychologiquement par Abban et le congrès de la Soumam. Restez avec nous, Belaïd Abban. J'accueille à présent Monsieur Wali Ait Ahmed. Merci d'être avec nous. Merci d'avoir accepté notre invitation. Mais merci, je vous remercie. Et un coup à Belaïd et Selim. Merci beaucoup. Wali Ait Ahmed, vous étiez officier de l'ALN dans la wilaya 3, un témoin direct de ces événements. Personnalité oui. Connue, respectée. Avant de vous poser une question précise que je vous ai préparée, j'aimerais vous entendre commenter un peu le climat général qui prévalait à ce moment, au moment de la tenue du congrès de la Soumam. Qu'est-ce qui se passait dans les maquis? Je dois vous dire d'abord que qu'en 56, j'étais encore lycéen. Donc, je n'avais pas vécu le climat dans lequel se trouvait le maquis. Mais j'ai pu quand même, par la suite, étudier les parcours, le parcours de chacun des responsables. Donc, je peux dire que je maîtrise un petit peu le sujet. Voilà. D'accord, oui. Moi, je pensais que vous étiez déjà au maquis, mais, non, mais vous étiez lycéen, vous étiez dans le bain. Vous étiez dans le bain un peu. Je n'ai pris le maquis que le 17 juin 58. Très bien. Mais dites-nous sinon l'ambiance générale qui prévalait au niveau de la société algérienne, si ce n'est dans les maquis, au moment de la tenue de ce congrès. Comment les Algériens avaient-ils perçu cet événement? Bien sûr, après l'offensive du Nord constantinois, le but, comme l'a dit l'ancien dit Belaïd, le but est noble, mais ça a été une erreur que de s'être attaqué à des civils européens, et il y a eu réaction, mais d'ailleurs c'est une action qui a été en quelque sorte prise par le Congrès, et ainsi que la nuit rouge de la Soumam et l'embuscade de Sekamoudi. Vous voyez donc c'était en quelque sorte attirer l'attention des responsables pour un petit peu humaniser les actions des maquisards. Voilà, et bien sûr, comme déjà le maquis s'était implanté fortement en Kabylie, et la population parlait même du passage des responsables vers l'Est. Et la première, bien sûr, maintenant, on est en train de broder, de spéculer. On dit souvent, certains disent qu'il allait se dérouler dans le Nord constantinois, mais c'est faux, puisque dès le départ, le clan Nat Abbas a été ciblé pour recevoir justement le congrès, les congressistes. Et d'ailleurs, une preuve tangible à signaler, c'est la tombérution d'honneur de Samra Ashir le 11 août 56, qui devait assister justement avec ses pairs au congrès. Donc d'Imsouhal jusqu'à le clan Nat Abbas, il ne pouvait pas faire que 7-8 jours. Donc tout juste le délai qu'il faut
pour arriver à Aït Abbas. Par contre, si c'était fixé au départ dans le nord constantinois, il ne serait jamais arrivé. Il serait parti un peu de bonheur. Voilà, Wali Aït Ahmed, au sujet d'une affaire sur laquelle vous êtes exprimé dans la presse, une affaire douloureuse et très peu connue, mais justement le but d'émissions de ce genre, c'est de débroussailler un peu, c'est de sortir les affaires qui ont été étouffées ou occultées et les porter à la connaissance de nos compatriotes tant que des témoins sont encore avec nous, Betawal Amram. Dans l'affaire de Benay Wali, de Ammar Ould Hamouda, de Mbarak Aït Menguellet, qui ont tant donné à la révolution, à leur pays, et qui ont été condamnés malheureusement. Qu'est-ce que vous pourriez nous dire? Bon, pour les trois responsables que vous avez cités, souvent, maintenant, on dit qu'ils étaient berbéristes. Non, ils ne l'étaient pas. Mais il y avait en quelque sorte une lutte de leadership, Et d'ailleurs, à propos de Benay Wali, quelqu'un qui vit encore, c'est Monsieur Amgoud Ali, me l'a affirmé et j'avais rencontré Monsieur Benay Wali à Zazga au lendemain du déclenchement de la guerre de libération. À Zazga, il avait invité à rejoindre le maquis. Donc c'est pour vous dire que ils étaient partie prenante pour la révolution. Donc même la crise, ce qu'on appelle la crise berbériste, et n'a pas existé, mais plutôt c'était une crise anti-berbériste, d'autant plus que l'un d'eux qui est moins connu, c'est Ali Farhat ou Mahmoud, Ali Mahmoud plutôt, Ali Mahmoud, lui qui a été blessé en 49 justement lors de la crise, lorsqu'il a été ramassé par les gendarmes et envoyé à l'hôpital. D'abord, il n'a pas voulu dénoncer les éléments qui ont tiré sur lui, et par la suite, à la lecture des médias, proclamant que le PPK est né. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il a écrit à Algérie Républicain, qui a publié son communiqué les 21 et 22 août 49. Qu'est-ce qu'il a dit dans le communiqué? Le PPK n'a jamais existé, et n'existera jamais. L'Algérie ne sera ni arabe, ni kabyle, elle sera tout simplement algérienne. Vous voyez la profondeur de la pensée, de la réflexion, et c'était ça justement ce que demandaient justement ceux qui aimaient ce que luttaient pour la cause algérienne. Ce n'était pas pour... on ne pouvait pas demander une identité, puisque un esclave ne peut pas demander une identité. Il faut d'abord se libérer. Ce n'est qu'ensuite qu'on peut demander son identité, revendiquer son identité et surtout la rechercher. Voilà, restez avec nous, Wali Aït Ahmed. Belaïd Abban, avant d'en arriver justement à ce sujet, à ce volet très important de l'identité, de l'ancrage à l'islam, de cet aspect des choses, j'aimerais vous poser une question sur une question qui a été occultée, elle aussi, qui est très peu connue, au sujet de l'affaire dite des Aurès, où il y a eu des condamnations assez graves de plusieurs moudjahidines. Qu'est-ce que vous pourriez nous dire sur ce sujet? Oui, bien sûr. Quand on parle du congrès de la Soumam, on a souvent tendance à n'évoquer que les aspects les plus positifs. Il se trouve que, bien sûr, que le congrès de la Soumam, c'est l'étape de la maturation révolutionnaire, c'est l'étape de l'institutionnalisation, et c'est l'étape de l'unité. Mais il faut dire aussi
c'est un congrès qui a commencé à poser problème. Il a commencé à poser problème parce que, j'allais dire, toutes les parties ne l'ont pas reconnu pour des raisons diverses. Nous avons évoqué tout à l'heure Ben Bella et j'ai insisté sur sa volonté de ne pas rentrer en Algérie. Par contre, donc, l'impasse majeure du congrès de la Soumam, c'est les Aurès. Et la première chose qu'on peut dire, est-ce qu'il est imaginable aujourd'hui que quelqu'un comme Abban, qui a une vision unitaire de la nation et de la révolution, que Karim Belkacem, qui était très très lié avec Moustapha Ben Boulaïd. Moussa Boulaïd, lequel n'a pas assisté au congrès de la Soumam parce qu'il était mort et que sa mort a été gardée secrète. Mais j'y arrive justement. Oui. Est-ce qu'on pouvait imaginer que ces deux dirigeants, ne serait-ce que cela, sans compter bien entendu Albert Mahidi, est-ce qu'on peut imaginer qu'ils aient pu chanter délibérément les Aurès? C'est une chose impensable. Oui. La vraie raison de l'absence des Aurès, c'est la mort de Ben Boulaïd. Quand Ben Boulaïd, d'abord, c'est son arrestation. Ensuite, le fait qu'il ait désigné Béchir Chihani à sa place. Et ensuite, il y a eu des luttes de clans qui ont débouché sur la liquidation hâtive et expéditive de Béchir Chihani par deux dirigeants, il faut le dire. C'est Abbas El-Gharour et surtout Adjoul Adjoul. Oui. Alors, arrive donc le congrès de la Soumam. Abbas El-Gharour, il n'a jamais évoqué l'histoire de la Soumam. Il est parti en Tunisie. Il est parti en Tunisie parce qu'il y avait beaucoup de maquisards aurésiens qui sont partis en Tunisie pour amener des armes et qui ne revenaient pas. Et El-Gharour, il s'est dit, je vais aller ramener tout ça et refaire l'unité des Aurès. Adjoul s'est rendu aux Français après la mission d'Amérouche, parce qu'Amérouche, quand il a suspecté d'avoir liquidé Ben Boulaïd et Béchir Chihani, Amérouche a ordonné son exécution. Finalement, ça n'a pas marché, ils l'ont blessé. Adjoul s'est rallié aux Français. Que restait-il? Il restait le Zarchari était parti avec Abbas El-Gharour en Tunisie, il n'en reviendra plus jamais. Et il restait également Amr Ben Boulaïd. Alors, le frère de Moustapha Ben Boulaïd. Pardon? Le frère de Moustapha Ben Boulaïd. Exactement. Donc, restait Amr Ben Boulaïd, c'était le seul qui pouvait être intéressé par le congrès de la Soumam. Pourquoi? Parce qu'il n'avait rien à se reprocher par rapport à la mort de Béchir Chihani, et bien entendu par rapport à la mort de son frère. Donc, Omar, il a été une fois, il est revenu, il a été une deuxième fois, il est revenu, il a hésité. Ibrahim Kabouya, qui était dans les Aurès à l'époque, dit qu'il n'a jamais eu l'intention d'y aller. Quant aux autres dirigeants des Aurès, quels sont les chefs des Aurès? Nous venons de parler d'Omar. Abbas El-Gharour est parti en Tunisie, le Zarchari était parti en Tunisie, Adjoul n'aurait jamais été à la Soumam. Pourquoi? Parce que il avait peur qu'on lui demande des comptes sur la mort de Ben Boulaïd. Ce que dit un autre témoin, c'est Arzbiri dans son livre, il dit de toutes les façons, les Aurès ne voulaient pas aller à la Soumam. Pourquoi? Parce qu'ils étaient déjà branchés sur l'extérieur, sur Saïd Abdelhaï, qui était les représentants en Tunisie, et donc sur la mouvance Bla Marsas. Alors, une fois qu'ils n'ont pas assisté, ils ont contesté assez violemment, aiguillonnés par Ben Bella, puis par Marsas, aidés par les Égyptiens, ils ont contesté violemment les décisions de la Soumam, au point où ils ont bloqué toutes les armes qui venaient vers l'intérieur. Ils arrêtaient les gens qui rentraient en Algérie ou qui rentraient vers la Tunisie, et ils assassinaient sous les ordres de Marsas. Sous les ordres de Marsas. Il y a des preuves pour ça. Et c'est comme ça que Omran a été dépêché pour mettre de l'ordre en Tunisie. Je fais très vite. Omran a été dépêché pour mettre de l'ordre, et le conflit a perduré en Tunisie. Et Marsas a fait même des tentatives d'assassinat sur Omran par la voiture piégée. Et c'est comme ça qu'ils les ont tous arrêtés. Et ils les ont fait juger. Ils les ont fait juger par qui? Ils les ont fait juger par Mahmoud Chérif. Mahmoud Chérif qui était lieutenant de Goumier une année auparavant et qui est devenu colonel de la révolution algérienne à la tête de la Wilaya 1. Il a été contesté par tous les chefs aurésiens. Et voilà donc, c'est Mahmoud Chérif qui a servi de procureur
pour le tribunal que présidait Ben Toubal, avec Amara Bouglez qui était de l'autre côté et qui, pour se racheter, il a appuyé du pouce. Et donc c'est comme ça qu'ils les ont jugés et fait exécuter. Pour l'Aurora, en tout cas, je ne pense pas qu'il y ait un rapport avec le Congrès national. Par contre, l'Aurora a fait une grande bêtise. Il s'est attaqué à un convoi de l'armée française sur le sol tunisien qui rentrait vers l'Algérie parce que la Tunisie était devenue indépendante. Et les Tunisiens n'ont jamais admis ça. Ils se sont plaints auprès de Marsas, qui l'a fait arrêter. Et quand il est arrivé en Tunisie, il l'a trouvé en prison. Et c'est comme ça qu'il a été jugé, etc. Je fais très court parce qu'il y a d'autres problèmes. C'est très complexe. Ce sont des événements qui ont dégénéré, qui ont entraîné une complexité de la compréhension à l'époque. C'est très complexe. Oui. Ce que je veux simplement dire, c'est que c'est une véritable tragédie. Et je peux dire que le principal responsable de cette tragédie, c'est d'abord, disons secondairement Ben Bella, mais essentiellement Marsas, qui a mené tous ces valeureux combattants des Aurès dans un combat dont ils ne connaissaient même pas les tenants et les aboutissants. Mais Bled Abban, ce sont des histoires qui arrivent dans toutes les révolutions, des luttes, des dissensions, mais ce ne sont pas des trahisons. Mais pourquoi ce régime, le pouvoir actuel, fait tout pour que ces événements ne soient pas connus du grand public, du peuple algérien? Non, au début, c'était normal. C'est un régime qui est basé sur l'unanimité. Un chef avec une unanimité autour. Si on parle des autres héros, comme Amérouche, comme Abban, comme Ben Boulaïd, etc., le régime ne se sent pas à l'aise. Vous connaissez ce qu'a fait Boumdiene à propos des dépouilles d'Amérouche et de Silhaouaz. Oui. Ils avaient même peur des cadavres. Des dépouilles mortuaires gardées en otage à la gendarmerie. Absolument, absolument. Donc, si vous voulez, c'est le dogme unanimiste autour d'un chef. On ne peut pas, dès 62, le pouvoir avait dit à ce journaliste qu'on appelle Yves Courrière, qui a fait un travail remarquable, c'était le premier travail, même s'il y a plein d'imperfections. En quatre ouvrages. Exactement, 4 ouvrages. Il a dit le peuple algérien n'a pas besoin de savoir. Oui, le peuple algérien n'a pas besoin de savoir. Il a dit oui, oui. Professeur Belaïd Abban, le temps est en train de passer très très vite malheureusement. Je vais vous poser une question avant de revenir à Ahmed Ouali. On dit que certains analystes, certains observateurs, certains militants aussi, considèrent que le congrès de la Soumam a été un tournant idéologique en quelque sorte, puisqu'il se serait délesté de cet ancrage à l'islam contenu dans la déclaration du 1er novembre 54. Pour eux, les gens qui affirment ceci, ils disent que le congrès de la Soumam, il a en quelque sorte mis de côté la dimension musulmane de la révolution pour prendre celle de la dimension sociale, républicaine de la révolution. Oui, non, pas la dimension sociale. Le congrès de la Soumam a repris la thématique de la République démocratique et sociale, mais il a éludé les principes islamiques. Alors pourquoi ? D'abord parce que les congressistes de la Soumam considéraient que le peuple algérien était musulman, donc il n'y a pas à revenir là-dessus. Deuxièmement, la propagande colonialiste était axée sur le côté fanatique religieux de la révolution algérienne. C'était comme ça qu'ils voulaient, j'allais dire, couper tous les soutiens du monde occidental. Et les Soumamiens, ils se sont dit, on ne va pas parler de religion parce que ils veulent absolument nous habiller de l'habit du fanatisme religieux. On ne va pas parler. Il faut justement qu'on se montre comme une révolution moderne, inscrite dans l'évolution normale de l'humanité. C'est les termes employés. Ça, c'est d'une part. D'autre part, quand on parle il faut voir dans les faits. Dans les faits, la délégation extérieure avec à sa tête Ben Bella, ils ont rejeté les Jam'iyat al-Ulama. Ils ne voulaient pas que Jam'iyat al-Ulama fasse partie de la révolution. Ils les ont même tournés en ridicule et les appelaient les enturbanés. Qui c'est qui les a ramenés à la révolution? Qui c'est qui les a nommés dans des délégations extérieures? C'est Abban. C'est à partir du congrès de la Soumam, mais même avant que Cheikh Soltani, Cheikh Kherdin, Tawfiq al-Madani, Cheikh al-Hussein, ils ont été nommés parce qu'il fallait la caution des ulama de l'islam. Donc pour Abban, c'était une ligne, c'était l'union nationale
pour Ben Bella à l'époque, c'était de la surenchère, la surchauffe, comme je l'ai appelé, la surchauffe idéologique. Alors maintenant, quelqu'un a parlé de charia. Il n'a jamais été question de charia islamique dans la proclamation du 1er novembre. Il a été question de principes islamiques. Et oui. Ça, quand aussi on fait un appel universel à la nation algérienne, parce qu'on voulait que les Européens restent, on voulait que les Juifs restent, on ne pouvait pas d'emblée leur retirer le tapis sous les pieds en disant ça va être une nation qui sera régie par les principes islamiques. C'était une politique à l'époque, c'était une façon d'être stratège, et je pense qu'ils ont été très sages. Là, de toutes les façons, on ne peut pas taxer ni Ben Mehdi ni Zirut Youssef de laïcs. C'était à mon avis une tactique politique pour engranger les soutiens du monde occidental. Restez avec nous, Bled Abban. Wali Aït Ahmed, pendant la Révolution, les gens qui combattaient étaient appelés les Moujahidines. Ceux qui tombaient au champ d'honneur étaient appelés les Shuhada. Le cri de guerre de l'ALN était Allahu Akbar. Et la proclamation du 1er novembre 1954 parlait donc de principes, c'est-à-dire d'une république démocratique, dans les principes islamiques. Donc le congrès de la Soumam, pour beaucoup, un tournant aurait été pris, ce que dément Bled Abban, au sujet de cet ancrage à l'islamité. Qu'est-ce que vous en pensez vous-même? Écoutez, on ne peut pas parler de principe à vous musulmans, mais plutôt de préceptes. Donc c'est moins ancré. Et ça a été repris en quelque sorte durant le congrès de la Soumam dans la plateforme, mais d'une façon atténuée. Et c'est surtout pour s'ouvrir sur l'universalité. Vous voyez, et je pense que la laïcité n'est pas contre. Ce n'est pas contre. On peut être laïque tout en adorant Dieu et laisser les autres adorer le Dieu comme ils veulent. Donc justement, c'est la raison pour laquelle la Révolution a pu faire adhérer à son avantage des Juifs, des chrétiens, et j'en citerai parmi eux Yveton, Pierre Renaïssia, Cholet, etc. Raymond Téchard qui est tombé au champ d'honneur en Wilaya 3. Vous voyez, donc on ne peut pas dès le départ parler d'islam ou bien d'arabité. D'ailleurs, actuellement, si on parle souvent de constante, arabité, islamité, amazigité, je dirais qu'ils sont à la base de ce que nous vivons actuellement. C'est-à-dire la crise que nous vivons actuellement. Parce que chacun des termes divise la société. Si on prend le terme d'arabité, ça divise parce que celui qui ne parle pas arabe se sent étranger. Celui qui n'est pas, par exemple, dans le deuxième terme, l'islamité, celui qui n'est pas musulman, donc il est rejeté en quelque sorte. Et la majorité, idem. Or, le peuple algérien est d'origine amazigh à plus de 95%, et si ce n'est plus, mais il faut, à mon avis, la religion, la langue ne sont pas des éléments identitaires. L'élément identitaire, le seul élément identitaire, c'est l'amour que nous avons que nous devons avoir pour le territoire, pour notre patrie. Et c'est pour cela que moi, je me sens très à l'aise de parler de laïcité. Vous voyez, justement, les congressistes de 56, du 28 56, s'ils ont fait une plateforme
qui est un chef-d'œuvre actuellement, c'est surtout pour dire aux autres pays que nous menons non pas une guerre de religion, mais une guerre de libération. Et je parle de guerre de libération, mais au passage, je prendrai les deux termes, guerre de libération et révolution. Ce sont des choses différentes. Ce ne sont pas, ils sont pas confondus. La guerre de libération, on lutte contre l'ennemi, l'occupant, parce que il nous a occupé le pays avec son armée. Il faut absolument lui livrer la guerre pour justement récupérer le pays. Mais par contre, la révolution, elle a été faite surtout au sein d'un même peuple. Alors, on ne peut pas utiliser le terme de révolution par rapport à l'ennemi. Bien au contraire, c'est au sein d'un même peuple. C'est pour amener les masses d'un niveau très bas à un niveau supérieur. Et justement, le mérite des congressistes se situe à ce niveau. Et justement pour que d'abord la direction soit autonome, soit indépendante, dans la plateforme de la Soumane, ils ont parlé que la révolution, la direction n'était inféodée ni à Londres, ni à Washington, ni à Moscou, et encore moins au Caire. Wali Ait Ahmed, merci infiniment. Restez avec nous jusqu'à la fin de l'émission. Merci beaucoup. Belaïd Abban, Wali Ait Ahmed vient de nous dire que la plateforme a été, il dit le mot, un chef-d'œuvre. Selon vous, est-ce que ce chef-d'œuvre de la révolution a tenu ses promesses? Oui, je voudrais juste rappeler aussi, pour revenir sur la question de la religion, quand le journal Moujahid a été créé, et il fallait trouver un titre. Et c'est Marhoum Ben Youssef Ben Khedda qui a proposé le combattant. Et Abban a dit non, le combattant, à qui veux-tu que ça parle ça? C'est El Moujahid. C'est Abban, hein? C'est Abban qui l'a dit. Hein? Bien sûr, Abban lui a dit à qui veux-tu que ça parle le combattant? Pour nous, c'est El Moujahid parce que il savait que la paysannerie algérienne, son ferment, c'était l'islam. Il ne faut pas oublier que c'est l'islam qui a servi de lueur dans la nuit coloniale. On ne pouvait pas, en livrant la guerre contre le colonialisme français, se débarrasser de l'islam. Par contre, on ne tombait pas dans la surenchère idéologique comme cela a été fait par des gens, notamment ceux qui étaient au Caire à l'époque, et en particulier Ben Bella. Voilà. Donc, pour revenir à la question, est-ce que c'est un chef-d'œuvre? Est-ce que ça a tenu ses promesses? Est-ce qu'elle a tenu ses promesses? J'ai pour Siwali, c'est une œuvre d'homme, c'est la doctrine soumamienne. C'est quelque chose, c'est une doctrine, c'est quelque chose qui a permis de compléter la proclamation du 1er novembre. Elle a institutionnalisé. Si la proclamation du 1er novembre s'adressait aux militants de la cause nationale dans un esprit presque transgressif, la plateforme de la Soumane, elle est tournée vers le monde, vers l'universalité. C'est en cela que la Soumane a été une étape de la maturation de la révolution algérienne. Alors que vous me dites, qu'est-ce qui reste maintenant? Il reste l'exigence de la citoyenneté qui a été promise à la Soumane et que le pays attend toujours. Il reste la primauté du politique sur le militaire, sans laquelle notre pays ne progressera pas. Il reste l'exigence démocratique, c'est-à-dire le respect de la volonté populaire, sans laquelle ceux qui gouvernent ne feront que dans leurs propres intérêts et non pas dans ceux qui sont censés les emmener au pouvoir. Voilà, les exigences de la Soumane, c'est cela, et qui sont encore d'actualité aujourd'hui. Belaïd Abban, merci infiniment. Merci Wali Ait Ahmed, merci à tous deux de nous avoir éclairés. Merci à Salim Ben Khedda de nous avoir tant donné de ces informations que nous ne connaissions pas. Cette émission est maintenant terminée. Salam alaikum. Qawala khair. Bislama.